Alors donc la dernière fois j'avais présenté on va dire l'architecture globale de Flutter et comment structurer une application d'une manière générale mobile basée sur Flutter. Alors aujourd'hui on va continuer à voir comment créer le contenu. Bon bien sûr c'est à travers des exemples d'applications, ça serait plus simple pour vous. Ce que je vais faire, c'est qu'on va essayer de reproduire le même exemple que nous avons déjà travaillé en développement natif Android, notamment. Bon, l'application qui permet de chercher des utilisateurs en interrogeant l'API GitHub. L'application, donc en principe, il va permettre principalement de saisir un utilisateur, un mot-clé quelconque. Et quand on va faire la recherche, donc on va envoyer une requête vers la partie backend. Pour nous, c'est une API RESTful qui est fournie par GitHub, qui permet de retourner la liste des utilisateurs. Bon, la liste des utilisateurs, bien sûr, recherchée. Et en même temps, on va essayer donc de gérer la pagination. Donc par défaut, il va vous retourner donc 20. On va essayer dans chaque page, il va retourner 20. Mais une fois que, donc, en même temps, il va nous afficher le nombre de pages disponibles. Alors ici, donc, vous voyez, donc, je suis sur la page 0 sur 2364 pages. Bon, c'est-à-dire, il y a beaucoup de données qui peuvent être retournées potentiellement, si vous voulez. Et une fois qu'on va essayer donc de scroller, on va essayer quand on va scroller, on va essayer donc de faire la pagination. C'est-à-dire on va scroller. Une fois qu'on arrive, c'est-à-dire à la fin, on va encore chercher une nouvelle page. Vous voyez, donc ça c'est la deuxième page, la troisième. Donc c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on scrolle, on va ramener les différentes données. Ça c'est le principe, ce qu'on appelle le infinite scroll. Plus on scroll, plus on va chercher les données à partir de la partie backend. Alors après, donc ça c'est le principe. Dans la liste, on va afficher donc la photo de profil d'utilisateur, le username ou bien login et après le score. Donc pour le moment, le score il est le même parce qu'en fait l'API retourne des valeurs comme ça. Et en même temps, on va voir un peu comment créer un petit formulaire, une zone de texte, comment la mettre en forme. Également, comment ajouter une petite icône, notamment dans le cas où vous allez saisir un mot de passe. Par exemple, ici, il y a une petite icône qu'on va ajouter qui permet donc de masquer le contenu, donc si jamais il s'agit d'une zone de mot de passe. Et en même temps, donc de basculer entre le mode, c'est-à-dire normal, et le mode, on va dire, c'est-à-dire hidden. Et voilà, donc ça c'est ce qu'on va faire. Et en même temps, ce qu'on va essayer de faire, c'est que quand je vais sélectionner un utilisateur, tout simplement, on va afficher on va dire les repositories de cet utilisateur. C'est-à-dire, c'est le même cas. Donc, on va encore interagir avec l'API GitHub pour envoyer username ou bien login. Et on va récupérer la liste des repositories qu'on va essayer d'afficher au niveau de la page. Donc, la partie backend, donc l'API REST, il est disponible sur apigoogle.com. Donc, nous avons d'abord pour la recherche des utilisateurs, donc ça se passe, donc c'est /users, search users, et là on peut spécifier des critères. Donc on peut spécifier avec le paramètre query, on peut spécifier donc le mot-clé, et également on peut envoyer les informations de pagination, parce qu'en fait il va vous retourner plusieurs enregistrements. Il y a le numéro de la page 0. Et vous avez per page, c'est par exemple ici c'est 5, c'est-à-dire pour chaque requête il va vous renvoyer que 5 enregistrements. On va mettre par exemple 10. Alors vous avez donc une dizaine d'utilisateurs qui sont retournés au format JSON, mais en même temps il vous retourne un total 40, c'est-à-dire le potentiel, c'est-à-dire il y a normalement 47 000 utilisateurs qui répondent à ce critère-là. Alors maintenant, si je veux la page suivante et côté application mobile, je vais lui demander de me donner la page suivante, c'est la page 1, ensuite la page 2. Mais tout ça, c'est quelque chose qu'on va essayer donc de faire au moment du scrolling de la liste. Voilà. Alors ça c'est en fait, on va dire ça c'est la partie REST API que nous allons utiliser. Bien, alors pour créer donc une application Flutter, donc ce serait l'occasion de rappeler un petit peu ce que nous avons fait la dernière fois.
Donc pour créer une application Flutter, donc on va créer un nouveau projet, Flutter Create. Le nom de l'application, je vais l'appeler GitHub Mobile App. Voilà, l'application elle est créée. Donc je vais l'ouvrir avec mon IDE. Open. Ça se passe dans le dossier TP Flutter, c'est GitHub Mobile App. On va l'ouvrir sur une nouvelle fenêtre. Et par l'occasion, je vais arrêter l'ancienne application. Je vais l'arrêter. Et je vais commencer. Alors, j'ai l'émulateur qui est démarré. Donc, je vous rappelle qu'une application, généralement, qui est générée par défaut, il vous génère une application qui contient, on va dire, qui permet d'afficher une page qui représente un compteur. Alors, le principal fichier d'une application Flutter, c'est le fichier main.dart. Alors, ce fichier-là, en principe, si vous l'exécutez, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, tout simplement, il va instancier, il va faire appel à RunApp pour démarrer l'application Flutter. Et MyApp, donc c'est une instance de la classe MyApp qui est pour nous un stateless widget que nous allons essayer donc de créer. Alors pour le moment, l'application il permet d'afficher une page qui s'appelle Homepage. Et Homepage, il permet tout simplement d'incrémenter un compteur et d'incrémenter un compteur. Alors maintenant, bien sûr, on va supprimer tout ça et on va essayer de commencer. L'application à nouveau à 0. Donc on va pas reprendre ce que nous avons fait la dernière fois, parce que la dernière fois donc je me suis intéressé au système de navigation, comment créer un menu, comment structurer l'application. Alors cette fois-ci donc on va directement vers la page qui nous intéresse et on va essayer donc de la développer. Voilà, c'est une application qui contient un bouton qui permet d'incrémenter un compteur. Ça c'est une simple application. Bon, nous, ce qu'on va faire à nouveau, donc on va carrément supprimer tout ça et on va reconstruire donc l'application from scratch, c'est-à-dire on va créer la structure de l'application à partir de zéro. Alors, donc pour créer une application, donc vous aurez besoin d'importer un package principal qui est Material.dart et de créer une méthode main. Alors, dans la méthode main, donc on va faire appel à RunApp. Donc, il y a des choses que je vais reprendre par rapport ce que nous avons fait la dernière fois. Donc on va exécuter une application avec RunApp et on va instancier une classe qui représente notre on va dire root widget ou bien notre widget principal qui est MyApp. Alors bien sûr MyApp c'est une classe, c'est un stateless widget. C'est MyApp. Alors ça c'est notre application pour le moment. Et bien sûr, donc je vous rappelle que quand vous avez une méthode qui contient une seule instruction, donc vous n'êtes pas censé utiliser les accolades. Et dans ce cas-là, vous pouvez directement utiliser la notation draw function, c'est-à-dire une simple flèche. Et ici, au lieu d'utiliser new pour instancier une classe, vous utilisez directement, vous pouvez enlever le new. Donc ça c'est la même chose. Alors maintenant, dans notre exemple ici, l'application principale, il va démarrer une application de type Material App. Donc ça c'est notre application principale, Material App. Alors dans Material App, donc il y a des attributs. Alors pour le moment, si on va créer une page qu'on va appeler Homepage. Donc ici dans le contenu, on va faire appel à une page qu'on va créer, on va l'appeler Homepage. Alors Homepage, donc c'est une page séparée, donc on va créer les pages séparément. Alors pour créer Homepage, donc on va utiliser ici un stateless encore, notre page qu'on va appeler Homepage. Alors maintenant, voilà, donc ça c'est l'application principale. Quand il va s'afficher par défaut, il va afficher Homepage. Alors Homepage, qu'est-ce qu'il permet de retourner? On va créer une page de type scaffold. Donc j'ai un problème d'intelligence. Alors donc je vous rappelle que Scaffold donc c'est un widget qui contient
l'élément appbar, donc pour créer un objet de type appbar, et appbar donc contient un élément title. Pour nous, on va mettre le texte home page. Et en même temps, l'élément scaffold contient un élément qui s'appelle drawer, qui est réservé pour le menu drawer. Alors ça c'est pour le drawer. Alors pour le moment on va pas s'intéresser au menu parce qu'on l'a déjà montré la dernière fois, et on va créer la partie body. Alors dans la partie body on va mettre un élément center qui permet de centrer un élément child text. Ici on va mettre home tout court. Voilà, bon ça c'est une simple page. Alors ici donc vous voyez donc notre application pour le moment il affiche un simple text home, donc ça c'est l'application. Alors maintenant je veux créer d'autres pages. Alors ce qui fait que généralement le plus simple c'est d'utiliser un système de routage. Bon, dans l'élément matériel app on va spécifier des routes. Alors ici donc je vais créer la première route, c'est la route racine, plutôt slash, de points. Alors chaque route on va lui associer une fonction qui reçoit l'objet contexte et qui permet de retourner. Ici donc la route c'est homepage, virgule, et on va créer une autre route qui nous intéresse. On va créer une page slash users qui permet de retourner un widget, une autre page qu'on va appeler users page. Alors bien sûr users page donc c'est pas encore créé, je vais juste copier ça, coller. Bon, après on va les séparer dans des fichiers séparés. Alors ici donc la page je vais l'appeler users page. Alors je mets la même chose ici, c'est user, là c'est users. Alors je n'ai pas besoin de mettre un drawer ici. Alors donc j'ai deux routes, et quand vous avez plusieurs routes on va en ajouter encore, il n'y a pas de point virgule ici. Alors quand on va encore ajouter d'autres routes, à un moment donné, vous n'aurez plus besoin de spécifier l'élément home, parce que par défaut, il va choisir la route slash, c'est-à-dire il va afficher par défaut donc homepage, c'est ce qui va se passer ici. Mais sinon, si vous voulez spécifier la route initiale, vous pouvez chercher un attribut qui s'appelle initial route. Alors par défaut c'est slash, c'est-à-dire par défaut il va afficher homepage. Nous on va lui dire slash users. Parce qu'en fait, j'ai besoin plutôt de tester, je réexécute, donc j'ai besoin de tester la page users, c'est celle qui m'intéresse. On page pour le moment, on a déjà vu la dernière fois comment créer le système de navigation, mais ici donc on va tester ça. Donc vous voyez donc la page qui s'affiche c'est la page users ici. Alors on va changer le thème, on va garder un thème. Donc pour personnaliser le thème, ça se passe toujours dans Material App. Il y a l'attribut thème dans lequel vous pouvez choisir l'objet thème data. Alors dans thème data, on peut spécifier donc par exemple primary swatch pour spécifier la couleur. On va utiliser un thème basé sur la couleur deep orange. Voilà. Et voilà, et après donc notre page qui est là, text user, si vous voulez lui donner un style, on va choisir style. Alors on va utiliser text style. Alors j'ai un problème d'intelligence, peut-être je vais redémarrer mon IDE. Alors text style, donc je vais utiliser donc pas de text style, mais je vais utiliser directement un style qui se trouve dans le thème de mon contexte. Je peux chercher par exemple ici texte thème, dans lequel je vais choisir par exemple headline 1, c'est beaucoup, c'est un texte qui est très grand, une grande taille. Headline 2, ça c'est H2 si vous voulez, H3. Voilà. Alors ça c'est donc là, si vous voulez mes deux principales pages. Alors je ne vais pas garder tout ça dans le même fichier. Donc je vais créer des fichiers séparés pour chaque page. Ça se passe dans le dossier lib. Donc je vais créer un dossier
dans lequel je vais créer un dossier pages, dans lequel je vais créer un dossier dans lequel je vais mettre un sous-dossier, un sous-package que je vais appeler home, dans lequel je vais créer le fichier dart home.page.dart. Alors ici, bien sûr, c'est un stateless widget. Bon, je vais juste copier le code que j'ai ici. Je vais prendre cette page que j'ai ici, CTRL X, et je la mets directement ici. Bon, je sépare. Bien sûr, il va falloir importer le package import matériel Dart. Voilà. Et dans la méthode main, bien sûr, il faut importer, parce qu'il va en page qu'il faut importer, entrée, pour import. Maintenant, parce que normalement, pour importer un package local, il faut mettre voilà, les sous-packages, l'application, page, home, il faut mettre tout le chemin. Bon, après, bon, si vous avez l'intelligence, c'est plus simple de retrouver ça. Alors, je fais la même chose donc, pour créer un autre fichier pour la page. New folder, new package, c'est toujours pages, dans lequel je vais créer un sous-package que je vais appeler users. Et on va créer un fichier Dart file qu'on va appeler users.page.dart. Et je prends la même chose, mon code ici, CTRL X, et je le mets dans la page. Et pour que ça marche, il va falloir importer matériel Dart. Voilà. Alors, donc ça c'est le démarrage. Alors maintenant tout le reste de l'application va se passer dans cette page, parce que ce qui m'intéresse donc c'est de réaliser une application qui permet de chercher les utilisateurs. Et pour le moment, pour le reste, on va pas, voilà, il me reste à importer la page users page. Voilà. Alors en principe, l'application devrait démarrer. Une fois qu'il démarre, on va commencer à créer nos éléments. C'est normal parce que je l'avais démarré avant d'importer. Alors maintenant, on va commencer par créer le contenu. Donc je reviens à users page. Alors ici, donc au lieu de créer un élément texte, je vais créer une colonne. Donc colonne. Alors dans cette colonne, on va créer donc plusieurs éléments. Donc il y a children, dans lequel on va créer un formulaire d'abord pour faire la recherche. Donc je vais créer un élément, si vous voulez, pour créer un champ de type texte de saisie, vous pouvez utiliser text form field. Bon, text form field, si vous faites CTRL S, en principe vous allez voir il y a une zone de texte qui va s'afficher ici. Elle est là, tout en haut, dans laquelle je peux saisir les données. Alors maintenant, ce text form field, je vais quand même faire un padding pour qu'il n'occupe pas toute la largeur de la ligne. Et le moyen le plus simple, c'est de l'envelopper dans un élément container. Alors, si vous créez ici, donc, vous l'enveloppez dans un élément container, c'est-à-dire vous aurez container child, dans lequel vous avez text form field. Et comme ça, l'élément container, maintenant, on va lui donner un padding. Et on va spécifier age 7. Age inset.all, donc je vais faire un padding sur tous les côtés de 10. Bon, ça crée quelque chose comme ça, voilà. Donc il y a un padding. Alors maintenant je vais c'est-à-dire ce champ-là, je vais le décorer. Text field, on va lui donner un ensemble de propriétés. Alors parmi les propriétés, il y a decoration. Alors dans decoration, donc on va utiliser input decoration. Alors dans input decoration, on peut spécifier par exemple border.
Comme ça, on va donner une bordure au moment où c'est-à-dire quand il va recevoir le focus. Et dans border, on va choisir, donc c'est input border, alors input border, c'est pas ça. Alors input decoration border, alors border, c'est plutôt c'est outline border, input outline border, outline input border, voilà. Alors outline input border, donc il a des attributs, il y a border size, border radius, border side, donc on va utiliser donc ici border side point all point border side la border side dans lequel il y a le width, par exemple la largeur c'est 2 et la couleur c'est l'orange, type orange. Bon, ça donne quelque chose comme ça, donc ça c'est juste pour donner un border side. Et en même temps, si vous voulez donner un arrondi, on va utiliser donc ici il y a border side, il y a outline dans lequel vous avez border radius. Alors ici donc je vais utiliser border radius, alors il y a un 4 que j'ai ajouté, je sais pas comment il a glissé, donc c'est border radius, donc c'est border radius point all, par exemple pas all mais point circular de 10 par exemple. Alors c'est juste pour donner des arrondis, vous pouvez mettre 50 comme ça vous donne quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, après la zone de texte elle-même, donc la zone de texte vous pouvez la formater comme vous voulez. Par exemple dans text form field on va ajouter un élément, bon quel élément, donc input decoration, il y a l'élément padding, content padding. Alors content padding on va mettre par exemple edge set inset point all, on va mettre 10, c'est-à-dire c'est en fait le texte que vous avez, c'est-à-dire l'espace entre le texte et les bordures, donc vous pouvez toujours le personnaliser, ou tout simplement si on veut la garder que pour par exemple on veut personnaliser, par exemple je peux, au lieu de all je peux mettre par exemple only. Alors only, donc je vais mettre left, left par exemple je vais mettre 20, voilà c'est 20, et pour les autres je peux les laisser comme ça et je peux ajouter, etc. Donc en tout cas, donc ça c'est juste pour vous montrer comment formater les éléments. Alors dans un élément en fait input decoration, il y a d'autres attributs, notamment il y a l'icône, on peut mettre une icône à gauche pour un champ. Par exemple, vous pouvez ajouter une icône comme ça, icons, par exemple, allez, logout par exemple. Donc comme ça, vous allez avoir à gauche, donc vous avez une petite icône qui apparaît à gauche. Vous pouvez mettre une icône à droite dans le champ de texte. Ça s'appelle suffix icon. Alors c'est ici qu'on va mettre ici une icône de type visibilité. Donc c'est
Ça vous donne voilà, une icône comme ça. Mais après, par la suite, on va l'utiliser comme étant un bouton qui va nous permettre c'est-à-dire de basculer entre le champ hidden et un champ plutôt de type visible. Donc ça, c'est ce qu'on va utiliser après. Bon, alors pour le moment, je n'ai pas besoin de cette icône qui est à gauche, donc je vais la mettre en commentaire. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un bouton tout à droite. Bon, un bouton tout à droite. Et donc, j'ai besoin de créer un élément row. Parce qu'en fait, le seul moyen qui me permet de mettre plusieurs éléments sur la même ligne, c'est qu'ils soient enveloppés dans un élément row. Alors, ce que je vais faire, c'est cet élément conteneur que j'ai ici. Je le prends, CTRL X. Donc, si vous voulez, je peux le supprimer. En fait, je peux le supprimer, donc je le garde. Je le supprime, pardon. Alors maintenant, j'ai une colonne à l'intérieur de laquelle je vais mettre d'abord un row, une ligne. Et dans row, j'ai encore children. Et c'est dans ce row-là que je vais mettre l'élément. Alors, sauf que problème, quand vous utilisez dans un row ou bien dans un colonne plusieurs éléments, ben, il faudrait à un moment donné, si vous les empilez, il faudrait spécifier comment ils vont s'afficher, comment il va se comporter dans la ligne. L'élément container, on va ajouter l'élément expanded. Sinon, vous n'allez rien voir ici pour le moment. Alors, quand vous mettez un élément, plusieurs éléments dans la même colonne, et surtout des conteneurs ou bien des textes form field ou des list view, donc on va utiliser, on va dire tout simplement à cet élément-là, on va lui dire expanded. On va l'envelopper avec l'élément expanded. C'est pour lui dire tu vas occuper la largeur de toute la page. Alors vous voyez donc il occupe donc l'élément dans cette ligne-là, il occupe la largeur de toute la page que vous voyez ici. Et maintenant je peux ajouter les autres éléments. Donc ça c'est le début de la ligne, ça c'est la fin. Et là je peux ajouter une virgule et je vais mettre un bouton, icon button. Alors ce icon bouton, donc l'icône, je vais utiliser icon de icons search. Alors vous voyez bien, donc il y a le bouton qui va s'afficher, il est là, il y a un petit bouton search ici. Et on presse, quand je clique sur le bouton, je vais faire quelque chose après. Alors la couleur du bouton, je vais faire la même chose, on peut utiliser le style. On peut utiliser des styles, mais ici donc ces couleurs, c'est colors type orange. Alors ça donne ici donc ce style là, et après on va ajouter des choses, on verra ce qu'on va faire. Mais pour le moment, si vous voulez par exemple, quand je clique sur le bouton, je vais récupérer la valeur de la zone de texte. Alors dans ce cas-là, nous avons besoin de créer un élément qui s'appelle Editing Text Controller. Je vais créer un attribut qui s'appelle Text Editing Controller. Alors je vais l'appeler, donc ça c'est query. Alors query. Alors Text Editing Controller. Alors c'est query text editing controller égale new text editing controller. Alors en fait, à quoi sert cet objet-là? C'est avec cet objet-là que je peux contrôler une zone de texte. C'est-à-dire si je veux l'effacer, si je veux ajouter des choses, à partir de cet objet-là, donc je peux ajouter des données. Et en même temps, si je veux récupérer toutes les données que je vais saisir dans la zone de texte, ils vont être stockés dans cet objet query text editing controller. Alors pour cela, il suffit d'ajouter ici dans le champ text form field, ajouter un attribut controller et vous lui donnez comme objet query text editing controller. Alors maintenant, si vous faites ça, maintenant quand je clique sur le bouton ici, on presse pour pouvoir récupérer la valeur. Pour pouvoir récupérer donc la valeur de, voilà, ici.
Alors pour pouvoir récupérer la valeur de la zone de texte, ben, il suffit d'utiliser donc string query et vous faites directement appel à query text editing controller.text. En .text, c'est-à-dire en fait la valeur que je vais saisir dans ce champ-là, ben, je la récupère directement ici. Ici encore, si vous mettez query text editing controller.text égale une chaîne vide, bon, vous effacez la zone de texte. Donc c'est-à-dire c'est avec cet objet-là qu'on peut contrôler le contenu de la zone de texte. Alors pour voir si on arrive à voir ça, donc on va faire un print query. Et quand on va saisir la valeur test, et vous voyez ici donc j'arrive à récupérer la valeur test qui est saisie. Alors maintenant cette valeur là, supposons je voudrais la stocker dans une variable, dans mon objet ici. Je vais créer un string que je vais appeler query. C'est un attribut de ma classe. Et comme ça directement je vais utiliser ces 10.query égale à cette valeur là. Et en même temps, je vais essayer d'afficher la valeur dans la zone de titre, appbar. Donc ici, users. Je vais mettre ici le critère, c'est query, c'est $query. Et après, vous allez voir que, bien sûr, ça ne devrait pas marcher. Au début, il affiche nul. Mais quand je mets, parce que ça, c'est la valeur par défaut de query, je ne l'ai pas initialisé. Mais quand je vais saisir une valeur, je vois que la valeur ici, je l'ai bien récupérée. Et par contre, ici, il change. Donc, pourquoi? Tout simplement parce que je vous rappelle que ça, c'est un stateless widget. Et je vous rappelle qu'un stateless widget, quand ces données internes changent, il fait pas le rendu n'est pas régénéré. C'est-à-dire que la méthode build, il est exécuté une seule fois. D'ailleurs, si vous faites si vous faites print building widget, building page, alors en fait la reconstruction se fait au démarrage. Ouais, donc le widget il est généré au démarrage, mais après à chaque fois si les données internes changent, ici donc si la donnée de query change, vous voyez ici donc je vois pas, le rendu n'est pas régénéré, c'est-à-dire la méthode build n'est pas réexécutée. Alors c'est la raison pour laquelle quand on a besoin, de rafraîchir la page une fois que les données internes changent, dans ce cas-là, on va utiliser un stateful widget au lieu d'un stateless widget. Alors c'est ce qu'on va faire. Donc ici, nous avons besoin d'utiliser un stateful widget. Donc pour cela, je vais transformer le stateless widget en stateful widget. Bon, il suffit de sélectionner la classe et de demander à l'assistant de convertir en stateful widget. C'est fait. Alors donc vous voyez donc stateful widget, c'est quoi? Bon, c'est une classe cette fois-ci qui hérite de stateful widget, dans laquelle on redéfinit une méthode qui s'appelle createState, qui permet de créer un objet state. Et ici donc il a généré une classe qui s'appelle userPageState que vous avez ici. Et c'est cette classe-là, userPageState, qui va hériter de la classe state. Et bien sûr, quand on hérite de state, on a besoin de spécifier ça, c'est le state de quelle page. Donc, c'est de la page userSpeech que vous avez ici. Et maintenant, c'est dans c'est-à-dire dans ce state-là qu'on va redéfinir la méthode build. Bon, c'est là on va mettre le contenu que nous avons tout à l'heure. Donc, tout le contenu a été déplacé. La méthode build se trouve finalement dans le state. Alors maintenant, on n'a pas changé grand chose. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que quand je change la valeur de query, je voudrais que l'application se rafraîchisse. Comme ça, je peux voir mon query directement ici. Alors, pour faire cette opération-là, donc ici, dans onPressed, ben, il suffit de faire appel à une méthode qui s'appelle setState. Bon, setState, donc c'est une méthode que nous héritons de la classe state. Alors la méthode setState, il va vous permettre de changer le state. Donc pour moi, je vais changer par exemple le query. Donc je vais définir la valeur de query. Je n'ai plus besoin de l'afficher.
Mais la méthode state, il fait quelque chose. À chaque fois qu'elle est appelée, automatiquement, la méthode build va se réexécuter. C'est-à-dire, on va encore régénérer la page. Donc, il y a un rafraîchissement de l'ensemble de toute la hiérarchie des composants du widget de la page. Alors ici, donc, si vous faites ça, donc on peut dire que, alors bien sûr, du moment que nous avons basculé, nous avons basculé vers maintenant un autre widget, stateless widget, vous pouvez remarquer ici que quand je saisis la donnée, ici, je valide, je vois bien, ici, il s'affiche. Donc, ça prouve bien, à chaque fois que je clique, vous voyez donc, build-in page va s'exécuter parce qu'il va rafraîchir tout on va dire, toute la page. Alors, ça, c'est le stateful widget. Donc, on a déjà vu comme ça. Alors, si vous voulez que la donnée change, c'est-à-dire si vous voulez par exemple faire une recherche au fur et à mesure que vous saisissez les valeurs, on peut ajouter un autre champ text form. Il y a onChange. OnChangeIt. Alors, onChangeIt, il reçoit une fonction qui reçoit la valeur de la zone de texte. Et on peut par exemple la même chose faire ça. On va appeler set state. Et dans cette state, on va voilà, initialiser query égale value. Alors dans ce cas-là, vous avez quelque chose de réactif. C'est-à-dire quoi? C'est tout ce que je vais saisir là, A. Vous voyez, donc tout ce que je vais saisir, il va apparaître directement ici. Voilà. Quand j'efface, il va s'effacer. Donc vous voyez, donc en change it, chaque fois que je change la valeur de query change. Et comme ici, donc ça se passe dans la méthode setState, donc automatiquement la page se rafraîchit. Donc je vois bien, donc c'est-à-dire ce qui se passe au niveau de la variable query. Bien, alors ça c'est on va dire la première partie. Donc je vous montre juste comment créer d'abord un petit formulaire. Maintenant, ce que je vais faire après, ce qu'on peut faire après, par exemple, ce champ-là, j'ai ici, en fait, je voudrais basculer entre le champ visible ou invisible. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ce que je peux faire, c'est que je déclare une variable booléen que je vais appeler not visible. Et après, dans mon champ, ici, le champ input, dans le champ text form field, je vais lui donner, il y a un attribut qui s'appelle obscure text. Alors, si vous mettez obscure text égale à true, bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute façon, maintenant, ça c'est pour généralement saisir des mots de passe. C'est-à-dire, on ne voit pas un peu ce qu'il y a dans la zone de texte, il est obscur. Ça c'est pour saisir souvent les mots de passe. Et après, si vous mettez false, c'est d'ailleurs par défaut c'est false. Donc, on peut bien voir, on peut voir un peu le contenu. Alors maintenant, si vous voulez, il y a une petite icône ici. Quand je clique, je voudrais qu'il bascule entre le mode on va dire visible et obscur et non obscur. Alors pour cela, ce que je peux faire ici, c'est on va utiliser donc obscure text égale à la valeur de la variable not visible. Bon, c'est une variable booléenne que j'ai créée ici, donc par défaut, il est égal à false. C'est pas visible. Not visible égale false, c'est-à-dire c'est visible. Ou plutôt obscure text égale, oui c'est ça, égale not visible. Donc là, il n'y a pas de problème. Et après, donc sur cette icône-là, je voudrais, une fois que je clique, je bascule le mode. Alors pour cela, donc j'ai ici le icon. J'ai ici suffixe icon qui contient cette icône-là. Maintenant, au lieu d'utiliser une icône comme ça, je vais utiliser un bouton. Icon bouton. Alors dans icon bouton, donc je vais lui donner une icône et je mets l'icône que j'ai spécifiée tout à l'heure. Alors c'est-à-dire jusque-là, il n'y a pas de problème. J'ai toujours le même résultat. Alors sauf que maintenant c'est un bouton, c'est-à-dire sur lequel je peux cliquer et du coup donc je peux utiliser on pressed. Alors si je clique sur le bouton, je peux maintenant changer, la valeur de not visible. Donc set state, je change la valeur de la variable not visible égale son inverse, c'est-à-dire not
not visible. C'est-à-dire s'il est égal à true, il devient false. S'il était false, il devient true. Alors ce qui fait que ici donc j'ai ici pour le moment il est visible. Quand je clique dessus, donc vous voyez, donc il bascule vers le mode caché. Et quand je clique dessus, donc il bascule vers le, voilà, donc je bascule d'un mode vers un autre. Ça c'est un peu l'intérêt. Alors maintenant en même temps je vais changer l'icône. Donc en fonction est-ce que c'est visible ou not visible. Alors pour cela, donc l'icône que j'ai ici, cette icône là, je vais afficher l'icône selon une condition. Alors quelle icône? Donc je vais mettre la variable not visible, s'il est égal à true, point d'interrogation. Dans ce cas là, je vais utiliser donc icon.visibilité. Sinon, deux points, je vais utiliser, donc ça c'est la condition, point d'interrogation. Sinon, sinon je vais mettre ces visibilité off, l'icône visibilité off. Voilà, CTRL S. Et ça me donne quelque chose comme ça. Donc par défaut, donc c'est visible. Je peux saisir. Non, par défaut, c'est pas. Normalement, c'est. Alors. Par défaut, c'est. Ça devrait être visible. Voilà. C'est normal. Et après. Là, on a plutôt inversé ici. Donc, quand je clique, l'icône va changer. Vous voyez? Ici, donc là, c'est visible. Là, c'est pas visible, etc. Et ça change l'icône aussi. Alors, sauf qu'ici, donc, on va utiliser là, c'est visibilité off. Et là, plutôt, c'est visibilité. Ou bien c'est l'inverse, non? Je sais pas. Alors, au départ, voilà, c'est visible, voilà. C'est comme ça. C'est visible, et après, quand je mets ça, oh, c'est pas visible. Voilà. Alors, bref, donc, ça, c'est pas vraiment l'objectif que je cherche, mais juste, je profite de l'occasion pour vous montrer un peu comment formater un élément text form field. Donc, après, vous avez des attributs, vous avez un contrôleur qui vous permet de récupérer la valeur. Et vous avez dans Decoration, on peut spécifier pas mal de choses comme les icônes, comme par exemple Content Padding, encore la bordure. Donc tout ça c'est quelque chose que nous avons spécifié ici. Alors maintenant on va passer l'essentiel, c'est que moi quand je cherche, je vais afficher les utilisateurs. Maintenant j'ai besoin d'envoyer une requête vers la partie backend et d'afficher la liste des utilisateurs qui vont être récupérés à partir de l'API GitHub. Alors pour cela, pour envoyer une requête HTTP vers la partie backend, j'ai besoin d'ajouter une dépendance dans le fichier pub/spec.yaml. Alors c'est ici qu'on va ajouter les dépendances. D'ailleurs, vous voyez un élément dependencies. Alors par défaut, il y a une seule dépendance, c'est Flutter. Je vais ajouter une dépendance, c'est HTTP. Deux points. HTTP deux points, on spécifie la version. Alors si vous voulez chercher la version, vous pouvez retrouver la version. Il suffit d'utiliser HTTP, par exemple Flutter pub Flutter dependency. Alors vous pouvez trouver donc dans le site de pub.dev, vous trouverez donc la dépendance, il y a la version. Et après, par la suite, vous pouvez trouver une documentation généralement comment les utiliser. Alors en tout cas, si vous voulez utiliser donc HTTP, donc je vais utiliser HTTP deux points. Si vous ne mettez pas de version, il va télécharger la dernière version qui est stable. Donc je la laisse comme ça. Et je reviens. Alors bien sûr, quand on change le fichier pubspec.yaml,
il y a les DE qui vous demandent est-ce que vous voulez télécharger les dépendances. Il faut cliquer sur pub-get. Bon, ça c'est bien ça l'opération. Normalement sur ligne de commande, la commande qui est lancée c'est flutter pub-get. Alors quand vous dites flutter pub-get, c'est comme si vous demandez à Flutter de se connecter et de télécharger la dépendance. Donc c'est comme ça qu'il fait. Alors en tout cas, donc cette opération est faite et je reviens à mon application ici. Alors maintenant, dans mon application, qu'est-ce que je veux faire? Donc je voudrais que quand je clique sur le bouton Search, et bien tout simplement, je vais faire appel à une fonction que je vais appeler Search. Je vais créer une fonction qui est privée. Search. Donc je vous rappelle juste le fait de commencer par underscore au niveau des attributs ou bien des méthodes, ça signifie que c'est privé. Bon, ça c'est en fait dans Flutter, c'est en quelque sorte le mot private public n'existe pas, plutôt dans Dart. Le moyen qui permet d'indiquer comme quoi c'est un attribut qui est privé, c'est d'utiliser donc underscore. Bon, c'est une fonction privée soi-disant. Je lui transmets query. Et il va essayer donc de me charger les données. Alors maintenant, je vais créer cette fonction-là. Alors cette fonction query, Alt entrée, je vais la créer. Alors c'est pas une classe, c'est une fonction que je vais créer. Create method. À l'intérieur de la classe. Alors ici donc il y a la classe, il y a le. Alors ici, donc, je peux choisir l'endroit où je veux la mettre, peu importe. Alors, je suis dans la classe UserSpeech. Je suis là. Après les attributs, je vais créer la méthode void search qui reçoit un string query. Et il va en fait faire appel, c'est là on va envoyer une requête HTTP vers la partie backend et récupérer les données. Alors pour cela, donc, nous avons besoin d'importer la dépendance HTTP. Donc import HTTP Dart. Vous ajoutez juste as HTTP et après vous pouvez utiliser directement ici http.get. Donc j'envoie une requête get vers l'URL. Alors c'est quoi l'URL que je vais utiliser? Voilà. Alors l'URL que je vais utiliser, c'est cette URL-là. Donc je vais chercher la liste des utilisateurs. C'est-à-dire, je vais utiliser ces search users. Voilà, c'est cette URL-là. Alors ici, donc je vais créer une variable URL égale à ça. Virgule. Alors voyez après donc j'envoie la requête. Donc vous voyez donc search users. Alors la requête query c'est pas useful, ça va être c'est query. Donc je vais mettre $query. Il va la remplacer par sa valeur, c'est ce paramètre là. Alors pour le moment per page je vais mettre 20. Il va me retourner 20 données. Et le numéro de la page c'est 0. Après on va paramétrer ça. Alors ici donc quand je fais get, en fait la majorité des méthodes dans Flutter c'est des méthodes qui retournent ce qu'on appelle des features. Donc ce qui fait que quand vous appelez get, vous pouvez appeler la méthode then, c'est-à-dire une fois que la réponse arrive, vous voyez donc point then et après point catch error. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que alors j'envoie la requête dès que la réponse arrive, then quand la réponse arrive, je récupère response, c'est bien ça la réponse HTTP, et une fois que je récupère la réponse HTTP, ben je vais exécuter un traitement ici. Oui. Donc then alors then, et après vous avez cache error, c'est-à-dire si tout se passe bien, je vais récupérer la réponse. Pour le moment, je vais l'afficher pour voir est-ce que tout s'affiche bien. Print response.
S'il y a problème, je vais afficher l'erreur. Print error. Et on peut voir, est-ce que déjà j'arrive à récupérer les données. Alors pour cela, donc je vais faire une recherche. Alors j'affiche également, j'en profite aussi pour afficher l'URL ici. Print URL pour voir si mon URL est bien correct. Alors je mets ici M, search. Alors ici donc j'ai la fenêtre run. Voilà. Clear. Alors M, voilà. Donc je vois bien l'URL qui est envoyé, c'est bien ça. C'est API search users query c'est M. Voilà, purpose c'est 20 et après la page c'est 0. Et là il m'affiche comme quoi j'ai la réponse qui est récupérée. Maintenant ce qui m'intéresse c'est le corps de la réponse. Donc je vais appeler body. Alors fait body, c'est en fait c'est ça, c'est le contenu qui va s'afficher, c'est-à-dire ce contenu JSON, c'est du texte qui va être récupéré. Alors cette fois-ci donc, vous voyez donc là il m'affiche le body. Et je vois bien ça, c'est des données JSON, c'est du texte. Je vois total count, je vois items et je vois en fait tous ces éléments là que j'ai ici. Donc c'est-à-dire j'arrive bien à récupérer mes données. Et maintenant ces données là c'est du texte. Il va falloir les stocker dans un objet de type Dart. Alors pour cela, je déclare dans mon widget un objet de type dynamic que je vais appeler data. Donc pour moi les données, je vais les récupérer sous forme d'un objet de type dynamic. Alors en fait dans Dart, comme dans le cas de JavaScript, vous avez des objets en fait dynamiques, c'est-à-dire dans lesquels vous pouvez stocker ce que vous voulez. Et justement, quand vous récupérez une réponse HTTP au format JSON, les données vont être stockées dans un objet de type dynamique. Alors si vous voulez comment, ce qu'on va faire c'est que ici donc je prends la réponse et je vais tout simplement initialiser 10.data égale à, ça c'est du texte. Alors texte, donc je vais le convertir en format, en objet Dart. Je vais désérialiser. Je vais décoder donc les données de JSON. Pour cela, j'utilise une fonction qui s'appelle JSON, qu'il faut importer, qui se trouve dans un package Dart Convert, qui contient en fait un objet de JSON qui contient une méthode qui s'appelle decode. Alors decode, on va décoder quoi? C'est response.body. Alors automatiquement, ici JSON. Alors ça c'est le package Dart Convert. Alors automatiquement l'objet data, et il va stocker quoi? Il va stocker, donc je prends les données qui sont en format texte JSON et je les convertis, je les stocke dans un objet de type data qui est un objet Dart. Alors maintenant comme c'est un objet dynamique, donc je pourrais naviguer dans cet objet là d'une manière dynamique, sous forme d'un objet de type map. Donc on va voir comment on va le récupérer. Alors sauf que pour pouvoir afficher le contenu ici, il faudrait faire cette opération-là, CTRL X. Il faut faire ça à l'intérieur de la méthode setState. Alors, je vous rappelle que quand vous faites, vous changez des données dans la méthode setState, automatiquement la méthode build va s'exécuter. Donc, ce qui fait qu'on peut voir les modifications dans la page. Donc, parce que si vous le faites pas, si vous faites pas ça dans setState, même si vous chargez les données, ils vont pas se rafraîchir, parce que le seul moyen qui permet de régénérer le rendu, c'est de le faire à travers, en faisant appel à la méthode setState. En tout cas, pour le moment, parce qu'on utilise un stateful widget. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? On va afficher les données dans un list view. Alors, je vous rappelle que nous avons ici utilisé une colonne. Alors, dans la colonne, nous avons une ligne. C'est cette ligne qui contient ces données. Et après, à la fin de la ligne, vous avez ici la fin de la ligne, c'est ça. Je vais maintenant mettre virgule et je vais créer un list view. Alors, je vais utiliser, pour pouvoir afficher un list view, le moyen le plus simple, c'est d'utiliser list view builder.builder. Il va vous permettre de faire une boucle et d'afficher les éléments. Alors, en fait,
l'élément ListViewBuilder, qu'est-ce qu'il contient? Ben, il contient d'abord un attribut qui s'appelle ItemCount. Donc, ItemCount, il faut mettre le nombre d'éléments qu'il y a dans la liste. Parce que lui, il va utiliser ce ItemCount pour faire une boucle. Il va boucler. Donc, pour moi, le nombre d'éléments qui se trouvent dans la liste, ça va être quoi? Ça va être, c'est l'objet data que j'ai. J'ai ici un tableau qui s'appelle Items. Items, c'est ici, donc, c'est un tableau. Et donc, je vais utiliser, donc, c'est data. Alors, data entre crochets items. Alors, comme c'est un objet dynamique, je peux naviguer, je peux récupérer ces attributs de cette manière-là, sous forme d'un objet de type map. Donc, data de items.length. Alors, seul problème, c'est qu'au début, donc, data, au départ, quand les données ne sont pas chargées, data est égal à nul. Donc, ce qui fait qu'il faut qu'on fasse ce test-là, c'est de dire tout simplement, dès que les données, c'est-à-dire ici, je vais faire un test, c'est-à-dire si data égale à nul, point d'interrogation, à quoi est égal item count, c'est 0, comme ça, on ne va rien afficher. Deux points, ça va être c'est data de items.length. Alors, pour éviter le cas où data égale à nul. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait le builder de ListView? Il va faire une boucle sur le nombre d'éléments et à chaque fois, il va appeler la fonction itemBuilder. Bon, la fonction itemBuilder, qu'est-ce qu'elle reçoit? Ben, elle reçoit en fait deux paramètres. Il y a le contexte et l'index de l'élément. Donc, c'est-à-dire à chaque fois, il va appeler pour chaque item, il va appeler cette fonction-là, il lui transmet le index, le numéro de l'élément. Et nous, on va l'afficher. Et cette fonction-là, on va retourner tout simplement ce qu'on veut afficher. Alors, pour le moment, on va afficher un élément listStyle, un élément de la liste. Et l'élément de la liste, il contient un texte, title, dans lequel je vais mettre le texte. C'est quoi le texte que je vais afficher? Je vais le récupérer à partir de data, de items, de index. Donc, c'est-à-dire, data de items, ça permet de me donner quoi? Ça permet de me donner ce tableau. Et après, je vais prendre un élément de index parce qu'en fait, le index, ça représente, c'est-à-dire, c'est l'élément sur lequel on est en train de boucler. Et voilà, qu'est-ce qui m'intéresse maintenant dans l'élément lui-même? Vous voyez, il y a des attributs. Donc, je vais afficher login, ensuite, je vais afficher avatar, etc. Alors, je vais afficher donc ce qui m'intéresse. Je vais afficher donc login, le champ login, et on va voir. Est-ce qu'on arrive à afficher déjà ces données? Alors, maintenant, je vais chercher. Je vais chercher les données. Alors, généralement, quand on change le state d'un stateful widget, il faudrait recharger l'application. Il faut démarrer à nouveau. Restart. Parce qu'on a ajouté des attributs dans le state. Alors, pour le moment, vous n'allez rien voir. C'est tout à fait normal. Alors, quand vous créez un élément, supposons que vous avez un élément colonne, dans lequel vous avez un élément row, et ensuite vous avez un élément list view. Alors maintenant, pour pouvoir les afficher, il faudrait à nouveau utiliser l'élément expanded. Donc il faudrait indiquer à cet élément-là, on va l'envelopper, la list view, on va l'envelopper avec un élément expanded. Alors expanded, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va dire que list view, il va prendre tout le reste de la colonne. C'est-à-dire ici, donc, il y a le premier row qui va prendre le début de la colonne, mais la liste, il va être extensible, c'est-à-dire il va étendre tout le reste de la colonne. Voilà, bon, en principe, avec ça, on arrivera, vous voyez, donc, on arrive à afficher les choses. Et quand je vais chercher, en principe, il devrait m'afficher quelque chose. Voilà, vous voyez, donc les données sont chargées. Et j'arrive bien à afficher donc la liste des logins pour le moment. Et par l'occasion, je vais afficher la photo aussi de chaque utilisateur.
Alors pour cela, donc dans l'élément list style, au lieu d'afficher le texte, un simple texte, CTRL X, je vais créer une ligne, row, et dans la ligne, je vais mettre children, et les éléments ici, donc qu'est-ce que je vais mettre? Ben, je vais mettre un texte, ici, mais également je vais mettre un circle avatar, donc circle avatar, virgule, ça. Alors maintenant dans circle avatar, qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher dans l'élément, je vais afficher une image, donc background image. Cette fois-ci, je vais utiliser network image. Alors pourquoi network image? Parce que je connais l'URL. Parce que je sais que dans mon champ, il y a un champ qui s'appelle avatar URL qui contient directement l'URL qui permet de récupérer l'image. Donc je prends le champ avatar URL, je la mets ici. C'est pas ici. Parce qu'en fait, il faut aller vers le champ data. C'est data de items de index de. Alors pour le moment, on n'a pas créé notre modèle, on n'a pas créé les classes comme on l'a fait dans Android, mais la même chose, c'est quelque chose qu'on va faire après. Donc là, je suis en train de naviguer dans un objet data qui est de type dynamique. Vous voyez, donc l'objet dynamique, c'est un objet de type map, ça ressemble à ça. Donc j'ai data de item, de avatar, donc je peux naviguer dans mes données donc d'une manière dynamique, sans problème. Alors ici, donc, ici j'affiche network, je lui donne ça, c'est l'URL. En principe, il devrait afficher une photo de l'URL. Alors ici, donc, il y a quelque chose qui cloche parce que j'ai mal écrit ça. Donc, je dois utiliser. Alors, j'ai mal écrit ça. CTRL S. Les double quotes que j'ai ajouté en plus. Je réexécute. Voilà. Alors ici, network image, c'est data de items, index, c'est pas ça, c'est pas une chaîne de caractères. CTRL S. Alors ici, donc, je fais une recherche et il devrait m'afficher les éléments. Vous voyez, donc, je vois ici donc les photos qui sont là. Alors maintenant, je vais spécifier le rayon avec radius. Dans Circle Avatar, radius par exemple 40. Et ça donne quelque chose comme ça. Et après, donc, je vais séparer, je vais créer un espace entre la photo et le login. Et pour cela, donc, je vais ajouter ici un size box. Size box, par exemple, size box de largeur 8, par exemple 20. Mettre un peu d'espace, vous voyez, il y a un peu d'espace ici, un size box. Alors ici, donc, voilà les éléments qui sont affichés. Alors maintenant, il me faut afficher également ici le score tout à droite. Je mets encore virgule. Et je fais un autre cercle avatar. Dans lequel je mets un texte. Cette fois-ci, dans child, c'est un texte comme ça. Sauf qu'au lieu de login, c'est l'attribut s'appelle score. C'est bien ça. Donc j'ai un attribut score ici. Même si sa valeur ne change pas, c'est 1, on va l'afficher. CTRL S. Alors je vois donc le score qui s'affiche. Alors maintenant, je voudrais bien que le score soit tout à droite. Et vous voulez que ça soit tout à droite, il va falloir maintenant arranger les éléments. Alors comment? Alors ici, donc j'ai une ligne. Je vais créer un élément, une ligne, qui va être enveloppée par une autre ligne. C'est-à-dire quoi? Je vais prendre ce row et je vais l'envelopper par l'élément row. Un autre row. Alors bien sûr, quand vous mettez row, il faut mettre ici children et non pas child. Donc je vais mettre escape, donc juste pour ne pas avoir l'élément, c'est-à-dire entouré en rouge.
Et comme ça, quand je mets mon curseur à côté de l'élément child, Alt Entrée, il me propose de convertir ce child en children. Donc là, vous voyez donc children, il ajoute automatiquement, c'est-à-dire voilà, le crochet, parce qu'il s'agit d'un tableau. Parce que sinon, si vous voulez le faire manuellement, il va falloir un peu arranger les choses, mais en tout cas. Alors, si vous faites ça, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, j'ai un row qui contient un élément row d'abord. Ce row contient quoi? Il se termine là. Et maintenant, après cet élément row, c'est là où je vais placer l'élément circle avatar. C'est-à-dire, je le mets après le premier élément row. Donc, autrement dit, c'est comme si je dis maintenant la ligne, la grande ligne, qu'est-ce qu'il contient? Cette ligne-là, il contient un row, un élément row, celui-là, qui va être suivi d'un élément circle avatar. Alors comme ça, maintenant, je peux les espacer. Avec cet élément row, je vais utiliser main axis alignment et je vais choisir main axis alignment point space between. Comme ça, je vais les espacer. Il y a deux éléments. Il y a forcément un qui va passer tout à gauche et un autre qui va passer tout à droite. Et vous avez donc en fait une disposition comme ça. Et là, nous avons quelque chose à peu près que nous cherchons pour le moment. Oui, donc là, c'est bon. Plutôt, ça marchait, pas de souci. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste la pagination. Parce qu'en fait, je rappelle que pour le moment, ma requête que j'envoie, il permet de récupérer page per page, c'est 20. C'est-à-dire j'ai 20 résultats. Mais après, quand j'atteins la fin, ici, vous voyez, donc je scroll. Maintenant, il va falloir indiquer à list view, une fois que je scroll vers la fin, il faut envoyer une requête dans laquelle je demande la page suivante. C'est-à-dire, je vais faire un système de pagination. Bon, pour faire ça, donc, ce que je vais faire, donc, je vais déclarer des variables dans laquelle je vais mettre current page. Par défaut, c'est 0. J'aurai besoin également de calculer une page qui s'appelle le total de pages, total pages. Comme ça, je saurai le total de pages qui existent. On va le calculer. Par exemple, par défaut de la valeur 0. J'aurai également besoin de connaître le quoi d'autre, size, page size. Donc, page size égale à 20 par défaut. Et comme ça, je peux paramétrer ma requête. Alors ici, ça c'est query. Ça c'est au lieu de 20, je vais mettre $page size. C'est bon. Et au lieu de 0 ici, donc je vais mettre $page. Plutôt c'est current page. Voilà. Une fois que j'envoie la requête dans la barre de titre ici, j'affiche query et j'affiche également $current page et en même temps j'affiche slash $total pages. Et comme ça, donc, ici, donc, je vois 0 sur 0. Comme ça, après, ça me donne une idée sur c'est quelle page sur combien pour le moment. Alors, quand on va charger les données, ici, dans la fonction qui permet de charger les données, ici, alors je récupère donc ici data. Une fois que je récupère data, je sais que dans ma réponse, j'ai un attribut qui s'appelle total count, qui retourne le nombre de résultats. Ici. Voilà, ici, donc, si je mets par exemple un champ M, une valeur, un query M, donc je vais avoir beaucoup de résultats. J'ai total count, c'est 20e, enfin 217 865, c'est beaucoup. Maintenant, à partir de là, je peux calculer le nombre de pages. Alors, pour calculer le nombre de pages, ça va être quoi? C'est total count divisé par page size. Alors, pour le moment, ici, donc, j'ai choisi d'utiliser page size égale par exemple à 20, donc ça va être ce nombre-là divisé par 20. Donc ça c'est total pages. Alors c'est ce que je vais faire ici, donc je vais calculer 10.total pages, normalement, il est égal à data, 10.data,
divisé par 10 divisé par total pages. Donc data, ouais, vous savez, le 10 n'est pas obligatoire, même si vous ne le mettez pas par défaut, c'est 10, donc il n'y a pas de problème. Donc ici, total pages. C'est pas total pages, c'est page size. Alors normalement, ça vous calcule le total de pages ici. Alors maintenant, total pages, mais il faut faire attention parce que on peut avoir une valeur, il y a des virgules. Donc ce qui fait ici, donc je vais utiliser la division entière. Alors si vous voulez faire la division entière, vous faites juste ça dans Dart, vous ajoutez une tilde. En fait, quand vous faites tilde slash, c'est-à-dire c'est la division entière, c'est-à-dire il ignore on va dire les virgules et tout ça. Donc les décimaux, donc il va les ignorer. Mais encore ici, du moment qu'on peut avoir du reste, donc si vous voulez vraiment calculer le total de pages, il faut faire un test. If data. Alors ici, donc c'est pas data, c'est data de i, c'est data de. J'ai un attribut ici qui me donne c'est total count. C'est data de total count. Donc je fais un test. If data de total count modulo. En fait, modulo, c'est-à-dire c'est le reste. C'est le reste de la division par, c'est pas par page 16, c'est ça. Page 16, c'est égal à 0. Alors s'il est égal à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de reste. C'est-à-dire, il n'y a pas de reste, donc ça veut dire je peux faire ça. Donc directement, c'est la division entière. Pas de problème, j'ai la certitude que. Mais souvent, c'est pas le cas parce qu'il y aura des virgules. Alors s'il y a des virgules, ça veut dire que vous avez le nombre, il faut lui ajouter plus 1. Else, vous dites total pages, ici, égal à cette valeur-là, auquel vous allez ajouter 1. Voilà, encore vous faites diviser par ça. Si vous voulez faire l'arrondi, vous faites tout ça entre parenthèses. Et un nombre, comme c'est un nombre d'able, vous pouvez utiliser une fonction qui s'appelle floor. Alors floor, c'est-à-dire, je prends que la partie entière. Donc j'ignore les virgules, j'ignore les décimaux. Et après, donc je vais ajouter 1. Alors ça, c'est comme ça qu'on peut calculer le nombre de pages. Et si je regarde un petit peu dans mon application, je peux bien voir que ici le nombre de pages va se calculer une fois que je cherche les éléments. Alors je mets ici 20, M, chercher. Alors quand il va charger les données, vous voyez donc ici le nombre de pages c'est 108 000, etc. Plutôt 10 894. Alors ça c'est le nombre de pages. Alors maintenant, une fois que maintenant j'ai le nombre de pages, donc j'ai tout ce qu'il faut, maintenant qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste juste aller à list view, lui dire une fois que j'arrive à la fin, une fois que j'arrive à le dernier élément de la liste, quand je scroll sur le dernier élément, il faudrait à nouveau faire appel à la méthode search, mais cette fois-ci avec current page plus 1. À chaque fois, je vais incrémenter la page. Alors, comment on va faire ça? Alors, ce qu'on va faire, c'est que nous aurons besoin d'abord, pour contrôler le scrolling d'une liste, vous avez besoin de déclarer un élément qui s'appelle scroll controller. Alors ici donc scroll controller égale new scroll controller. Et ce scroll controller là, vous pouvez l'affecter à list view. Alors ici donc nous avons notre list view ici. Vous avez un attribut qui s'appelle controller et vous mettez scroll controller.
Alors maintenant, une fois que vous avez ce scroll controller, maintenant je vais écouter le scrolling sur la liste. Comment? Alors il faut noter que dans un stateful widget, en fait un stateful widget, quand il est instancié, son state va être instancié. Et juste après instanciation, il y a une méthode qui va s'exécuter au démarrage, avant même la méthode build, qui s'appelle init state. Alors init state, donc on va la redéfinir cette méthode-là. Donc vous voyez donc qu'il fait bien partie du cycle de vie d'un stateful widget. Bon, si vous voulez init state, on l'utilise pour initialiser les données. C'est-à-dire dans un stateful widget, si vous voulez, par exemple, les données que nous avons initialisées ici, bah, ici au lieu de les initialiser là, par exemple, on peut le faire directement dans init state. C'est pour initialiser le state, si vous voulez. Vous voulez mettre des données dans vos variables, dans le state, on le fait souvent dans init. Et cette méthode init state s'exécute une seule fois. Et moi, ce que je vais faire, donc je vais ici utiliser scroll controller et je vais ajouter un listener. Je vais écouter, je vais créer un listener dans lequel, à chaque fois que normalement, à chaque fois que je scroll, maintenant, dans ma liste, cette méthode va s'exécuter. Alors ici, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un test. Je vais dire qu'une fois que j'atteins la limite, je vais tout simplement incrémenter page, current page. Alors pour le faire, on va utiliser if, ici. Alors if scroller point position point pixels égale, alors je me rappelle pas égal ou supérieur, je vais regarder ici, donc c'est pas ça, oui l'élément 8. Bon, c'est quelque chose comme ça, donc c'est scroll.pixel égale position.max scroll extent, c'est égal. Une fois que j'atteins une fois qu'il est égal à scroll controller point position point max scroll extent, alors quand ça arrive, ça veut dire que j'ai scrollé au maximum, j'ai atteint voilà, j'ai scrollé le dernier élément. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? J'appelle setState à nouveau pour changer maintenant les données de mon state. Je vais incrémenter current page. Voilà, quand est-ce que je l'incrémente? Uniquement si je ne dépasse pas le nombre de pages, parce que quand j'atteins le nombre de pages, donc c'est-à-dire if current page est inférieur à total pages, normalement c'est -1, bon. S'il est inférieur, parce qu'en fait current page ne peut pas atteindre total pages, donc c'est-à-dire s'il est inférieur ou égal, plutôt -1 je pense, dans ce cas-là j'incrémente. Sinon, c'est-à-dire si j'ai atteint la dernière page, donc je ne vais pas incrémenter. Ça ne sert à rien d'incrémenter si je suis dans la dernière page. Bon, une fois que maintenant j'incrémente, je recharge les données. Alors pour recharger les données, ben, il suffit de faire appel à la méthode encore search. Et je lui envoie donc le query actuel. C'est-à-dire la même requête, j'envoie le même query que j'ai. Et en même temps, cette fois-ci, je vais charger, mais avec de nouvelles pages. Voilà. Avec une nouvelle page, avec la page current page actuelle. Parce qu'en fait, je vous rappelle que ici, qu'est-ce qu'il fait? La search, il envoie la requête vers le query. Je ne change pas de query. Page size, c'est le même. C'est current page qui va changer. Alors si vous faites ça, donc vous pouvez dire que peut-être on a réglé le problème de pagination. Alors ici donc je vais faire chercher.
Alors je vois bien que les données sont affichées. Et là, on peut surveiller un peu ce qui va se passer là. Voilà. Une fois que j'arrive à la fin, je vais scroller jusqu'à le dernier. Alors ici, donc, je devrais démarrer à nouveau, restarter l'application parce que j'ai changé des données dans la structure du state de l'application. Alors je vais chercher les données. Alors pour le moment, il m'a cherché les données, la page 0. Je vais scroller. Une fois que j'arrive au dernier élément, il y en a 20. Vous voyez, donc il est passé à la page 1. Il a chargé la page suivante. Mais le problème, c'est que là, c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que quand je scrolle, je perds les autres données. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand je cherche, quand je récupère les données de la page, je les stocke dans Data. C'est-à-dire je perds les anciennes données. Ce que fait ma liste, il va afficher que la dernière page. Alors que je voudrais moi que quand je remonte en haut, je retrouve mes anciennes données. Alors, le moyen c'est de créer une liste. Ici, donc, je vais créer une liste de items, une liste d'objets dynamiques, les items. Au départ, sa valeur, c'est une liste qui est vide, c'est-à-dire c'est un tableau vide. Et comme ça, cette liste-là, qu'est-ce que je vais faire? Une fois que je récupère les données, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais prendre list items, list.items, et je vais lui ajouter add all. Dans cette liste, je vais ajouter les données qui se trouvent dans data. Data de items. C'est-à-dire les données que je viens de charger, je prends items et je les ajoute à la liste précédente. Donc, ce qui fait que mes données, ils vont s'ajouter à cette liste. Et comme ça, moi, quand j'affiche, je ne vais plus afficher data, mais j'affiche directement la liste que j'ai ici. Alors ici, donc, maintenant, item count, ça va être tout simplement, c'est items point length. Et ici, au lieu de data, de items, ça va être c'est items directement. Items. Là, la même chose, au lieu de data de items, je vais mettre c'est items de index. Et la même chose ici, au lieu de data de items, c'est items. Alors comme ça, à chaque fois, j'ajoute les données qui vont se charger. Donc ma liste devient, au fur et à mesure que je scrolle, donc ma liste il devient plus grande. Donc ça veut dire qu'au départ, j'en ai 20. Et quand je vais scroller, je suis déjà dans la page 1. Je scrolle encore. Il va encore chercher. Voilà, je suis dans la page 2. Il cherche la page. Je suis dans le 2 sur. Mais quand je remonte en haut, je retrouve mes données. C'est-à-dire, je ne perds pas les anciennes données. Ils sont toujours là. Et je peux encore scroller. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le infinite scroll. Donc c'est-à-dire, je scrolle au fur et à mesure que je scrolle, je récupère les pages suivantes. Bon, ça c'est de la pagination. Souvent dans les applications mobiles, c'est comme ça qu'on gère la pagination. C'est un peu, on va dire, au niveau de l'expérience utilisateur, c'est comme ça qu'on le fait. Dans les applications web, on a vu dans les applications web, on crée des liens, etc. Page 1, page 2, etc. Mais même dans les applications web, parfois on fait ce genre de choses. Vous voyez, donc je suis déjà dans la page 4, mais il y a beaucoup de pages ici. Et à chaque fois que je scrolle, il fait donc ce travail. Alors comme vous le voyez ici, donc là on gère un peu notre scrolling, mais sauf que quand je fais une nouvelle recherche, il faut vider la liste. C'est-à-dire quand je cherche par exemple Mohamed, je dois vider la liste parce que sinon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ajouter les mêmes données à la liste précédente. Alors pour cela, dans notre bouton, quand je clique sur le bouton, ici, il faudrait initialiser les paramètres. C'est-à-dire dire c'est items égale une nouvelle liste qui est vide. Et en même temps, current page, je commence par
0. Ça, c'est une nouvelle recherche. Et je ne sais pas s'il y a d'autres choses à initialiser. Alors maintenant, tout ça, c'est éparpillé, mais alors current page total, page size, donc on ne va pas changer, donc c'est tout. Voilà. Donc si vous voulez, quand je clique sur le bouton, j'initialise query. Donc j'ai mon query qui est bien la valeur saisie et je fais la recherche. Donc, mais quand je scroll, à chaque fois que je scroll ici, voilà, dans init state, donc j'ai ici un listener que j'ai ajouté à mon scroll controller. À chaque fois que je scroll, si j'atteins la limite, bah, qu'est-ce que je fais? Donc j'incrémente le numéro de la page si je n'ai pas encore dépassé le total pages et je fais appel à la recherche. La recherche à nouveau, il va récupérer des nouvelles données et quand il récupère les données, il va prendre les données de data, la liste items, il va les ajouter à items qui existent déjà. Et du moment que j'ai ici set state, donc ça veut dire le rendu va être régénéré, ça veut dire la liste s'affiche une deuxième fois. Il dit quoi donc il va m'afficher les nouvelles données. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Alors ici donc, vous voyez donc là, on a pratiquement terminé donc la partie pagination sur cette page. Alors plutôt ce qui reste maintenant, c'est maintenant une fois que je sélectionne plutôt un utilisateur, j'ai besoin d'afficher les repositories. Alors sachant que l'API de GitHub, il vous fournit également la possibilité d'aller vers users / le nom de l'utilisateur, login, / repo. Alors ici donc il va vous afficher les repositories d'un utilisateur. Alors maintenant on va les afficher dans une autre page. Alors ce qu'on va faire, je vais créer une nouvelle page ici. Je crée dans Pages, je vais créer un sous-package que je vais appeler repositories, dans lequel je vais mettre une page. Donc pour ne pas écrire le code, donc je vais faire copier-coller, home, CTRL V. Voici la même page homepage, il n'y a pas beaucoup de choses ici. Alors sauf qu'ici donc je vais mettre, donc je vais l'appeler, c'est git repositories page. Donc ici donc ça c'est repositories et ça c'est repositories. Alors maintenant ici donc ici de mon state, plutôt ma page, il reçoit un paramètre. Il n'y a pas de private, plutôt il reçoit un attribut de type c'est username ou login. Alors donc j'ai un attribut login et je vais c'est-à-dire quand je vais l'instancier, je vais lui transmettre le login et donc j'ai besoin du constructeur ici get repositories page. Alors pour ajouter un constructeur, je vais utiliser donc this.login. Ou si vous voulez utiliser un constructeur nommé sous forme d'attribut, vous utilisez entre accolades. Donc si vous le faites comme ça, c'est mieux. C'est-à-dire quand je crée une instance de git repositories, je lui transmets un attribut login de point sa valeur. Alors maintenant ici on peut afficher directement ici dans la zone title repositories, c'est $login. La même chose ici, login, c'est juste pour faire un test. Alors dans cet exemple, dans cette page, je n'ai pas besoin du $, et je la laisse. Alors j'ai une page que j'ai créée, maintenant je reviens à la liste utilisateur, et dans la liste utilisateur, je vais arriver à list style ici, donc list builder, list view, que j'ai ici, et je vais faire un changement. Bon, d'abord, si vous voulez, si vous souhaitez, parce que là souvent c'est le cas,
Si vous voulez mettre un séparateur entre les lignes de list view, ça peut être au niveau style, ça peut être intéressant. J'ai rechargé ma machine. Alors, comme je disais, donc, je reviens juste un petit détail ici pour pouvoir afficher un séparateur. Je vais tout simplement, si vous voulez, utiliser une liste avec un séparateur. Au lieu d'utiliser list view builder, vous pouvez utiliser list view separated. Et après, l'élément list view separated, il reçoit un paramètre qui s'appelle separator builder. Et ce separator builder, il reçoit une fonction qui reçoit deux paramètres. Le premier, c'est contexte. Le deuxième, c'est l'index de l'élément. Et après, nous, ce qu'on veut faire, on veut juste insérer on va retourner un séparateur. Et ce séparateur, c'est divider. Divider. Et l'élément divider, je lui donne tout simplement la hauteur, c'est par exemple 2. Et la couleur, c'est Deep Orange. CTRL S. Et vous allez voir que votre liste va avoir des séparateurs ici. Alors ça, vous pouvez personnaliser bien sûr ça. Alors ici donc voilà divider, donc je le mets ici. Alors maintenant je reviens à ce que je voulais, c'est que quand je clique sur l'élément, voilà, je voudrais aller vers une autre page. Alors mon élément, les styles, il contient un élément, un attribut, un événement qui s'appelle onTap. Quand je clique sur l'élément de la liste, ben, tout simplement je vais naviguer. Je vais utiliser navigateur. Push, je vais pousser une nouvelle page en utilisant cette fois-ci une route de type Material Page Route. Et Material Page Route elle-même, il reçoit un attribut builder qui transmet, c'est-à-dire qu'il reçoit le contexte. Donc ça c'est contexte. Et après, c'est cette fonction-là qui va retourner la page que je veux afficher. Alors pour moi, la page s'appelle Git Repositories Page. Et si vous voyez bien, donc Git Repositories Page, il faut lui transmettre un paramètre qui est le login. Ici. Alors ici, donc comme c'est un paramètre comme ça, on va mettre login de point login. Alors login c'est quoi? C'est ça, c'est items de ça. Je lui transmets items de index. Alors il y a quelque chose qui cloche, qui manque ici. Donc login 2.c $. Non, je n'ai pas besoin de $, parce que je ne suis pas à l'intérieur d'une chaîne de caractères. Donc, je n'ai pas besoin ici de mettre $. Donc directement c'est items de voilà index login. Je lui transmets login. En principe ici donc c'est je navigue vers la page. Quand je clique, je vais vers la page qui s'appelle Git Repositories Page. Alors je clique maintenant sur le item. Vous voyez donc je suis dans Git Repositories et je vois le nom qui s'affiche là. Et là, comme je suis dans Push, donc je peux revenir à la page précédente. Je peux sélectionner un autre. Et là, je retrouve la même chose. Et ainsi de suite. Voilà. Alors maintenant, la même chose. Maintenant, on va presque reprendre la même chose. Vous avez une liste que vous allez afficher dans laquelle vous avez la liste des repositories. Bon, ici, on va créer une simple liste. Ici, dans repositories. Alors là, d'abord, ça doit être un stateful widget parce que la même chose,
nous avons besoin d'envoyer une requête vers la partie backend pour récupérer la liste. Donc on va le transformer en stateful widget. Donc je le sélectionne et après je vais lui dire de le convertir en stateful widget. Voilà, mon stateful widget. Il a bien son state. Et le state, dans le state, je vais redéfinir la méthode de init state. Alors maintenant c'est dans init state que je vais envoyer une requête vers ce endpoint pour récupérer la liste des repositories. C'est-à-dire encore j'ai besoin d'importer le package HTTP. Import HTTP as HTTP. Et dans la méthode initState, je vais encore faire appel à load repositories. Je crée une fonction méthode repositories. Bon, je la crée juste à côté ici. Donc void load repositories. Alors qu'est-ce qu'il va faire cette méthode load repositories? Il va tout simplement faire la même chose que tout à l'heure, http.get, et il envoie la requête vers l'URL. Alors string URL égale, voilà l'URL. Alors ici, donc je vais juste changer ici, au lieu de mettre le nom, je vais mettre ici le paramètre login que j'ai reçu comme paramètre. Ce paramètre-là. Je dois utiliser ces $. Là, il faut juste remarquer que je suis là dans le state. Mais ce state-là, il concerne ce widget. Celui-là. Maintenant, pour pouvoir accéder à cet attribut-là qui se trouve dans le widget et non pas dans le state, la technique à utiliser, c'est d'utiliser un attribut qui s'appelle widget. Et vous accédez directement à l'attribut. Mais il faut mettre ça entre accolades. Parce que maintenant, c'est une expression. C'est-à-dire, vous dites $widget.login. Voilà. Maintenant, je récupère le login du widget qui transmet au constructeur. Et j'envoie la requête vers l'URL. Ici. Et encore, je fais ici then. Alors, tout à l'heure, j'ai utilisé then. Si vous ne voulez pas utiliser donc then, on peut utiliser, parce que ça, c'est une manière asynchrone. Si vous voulez le faire d'une manière synchrone, on peut créer quelque chose comme var response égale. De faire ça, vous faites également la même chose ici, mais à condition d'utiliser là, en fait, parce que ça, c'est une méthode asynchrone, vous utilisez wait. Alors, quand vous utilisez await, il va vous obliger de déclarer la méthode A5. A5, comme ça. Ça veut dire quoi? Alors, en fait, parce que là, c'est une méthode normalement qui est asynchrone, c'est-à-dire il n'est pas bloquante. Alors, quand vous utilisez await, ça veut dire ici, je m'arrête. J'appelle cette méthode et j'attends. J'attends jusqu'à ce que je reçois la réponse. Response. Alors, quand vous utilisez await à l'intérieur d'une méthode, la condition, c'est que la méthode doit être déclarée à 5. Bon, ça, c'est une deuxième technique. Donc, vous voyez ici, pour ne pas utiliser then. Et là, maintenant, vous pouvez faire autrement. Vous pouvez, par exemple, faire if response. Alors, ici, donc, normalement, le status code et tout ça, donc, vous pouvez le récupérer. Normalement, cette méthode-là, elle est déclarée de type HTTP. Donc response, c'est HTTP response, je pense, HTTP response. C'est une méthode qui retourne HTTP. Non, il n'y a pas de var. HTTP response. Je pense que c'est HTTP response, oui. Non. Donc ça retourne une feature de response, mais response, directement response, pas HTTP response. Response,
Voilà. C'est http.response. Donc si vous voulez le faire d'une manière synchrone et non pas synchrone, c'est comme ça qu'on fait. Et après, par la suite, vous pouvez faire un test if, par exemple, response.statuscode. Status code, c'est égal à 200. Ben, vous savez, 200, ça veut dire c'est OK. C'est-à-dire la réponse, elle est bonne. Et après, donc, je récupère, je fais mon travail, c'est-à-dire ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer les données et je les stocke. Alors, je vais, dans mon state, à nouveau créer un attribut de type dynamique que je vais appeler data repositories. Et je vais utiliser donc data repositories égale à quoi? Égale directement à JSON. Je vais décoder comme tout à l'heure. JSON.decode. C'est response.body. Donc je récupère body, donc je le stocke ici. Mais tout ça, je le fais à l'intérieur de la méthode setState. CTRL X, setState. Alors comme ça, la méthode build va se réexécuter. Et comme ça, donc, je rafraîchis les données. Donc ici, voilà. Donc j'ai mes données ici et je vais les afficher, tout simplement. Alors pour pouvoir les afficher ici, donc je vais utiliser là un list view. List view.separated comme tout à l'heure. Alors dans list view separated, vous avez les attributs suivants. Il faut remplir. Alors, item count. Bon, item count, c'est quoi? J'ai ici la réponse, c'est quoi? C'est un. Ça retourne directement un tableau. Donc, directement, c'est le contenu.length. Donc, ici, donc, je teste if data repositories, c'est égal à nul. Dans ce cas-là, ça va être 0. Sinon, ça va être c'est data repositories.length. Alors ça, c'est item count. Et après, ici, separator builder. Ici, c'est quoi? Item builder. Qu'est-ce qu'on va générer? C'est un list style. Non, c'est plutôt c'est une fonction. Il reçoit contexte et index qui va retourner un élément list style. Et pour moi, list style, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un élément title dans lequel je vais mettre un texte. Et le texte, ça va être quoi? C'est data repositories 2. C'est un tableau. Et je cherche l'attribut qui m'intéresse ici. Alors j'ai ici ID, name, le nom des repositories, j'ai full name, j'ai private, j'ai owner, j'ai plein de choses, etc. Bon. Alors je vais juste afficher name et je vous laisse faire le reste. Ici donc j'affiche name, le nom des repositories. Et voilà, separator, on va mettre le separator, c'est quoi? C'est la même chose. Separator, c'est une fonction qui reçoit ça. Et on va utiliser divider. Alors divider, height 2, c'est couleur deep orange. Alors ça c'est ma liste. Alors string is not, etc. Bon, je recharge parce qu'en fait c'est normal parce que j'ai changé le stateless vers stateful. Donc il va falloir relancer. Je fais une recherche. Alors j'ai ici donc les éléments. Alors je vais mettre Mohamed Yousfi. Il est là. Et je vais voir si mes repositories, il y a une erreur. Int index. Alors ici donc ça c'est des erreurs qui vont arriver souvent. Alors si vous voulez voir donc ici il vous dit string, c'est pas un subtype de index. Ça se passe à quel niveau? Ça se passe dans home page. Ici. Alors effectivement, alors data c'est un tableau, il faut mettre
c'est data repositories de index d'abord et après name. Alors la même chose ici, data repositories de data repositories, voilà, point length, voilà, c'est ça. Vous voyez donc déjà ça marchait pas de problème. Alors je cherche, voilà, il charge les données, j'ai les repositories qui sont là. Donc pour le moment j'affiche que le nom des repositories et en même temps si vous voulez on peut afficher l'information sur l'utilisateur ici dans la zone de titre. Alors dans ce cas là on va transmettre ici un autre, il y a deux attributs, il y a login, le deuxième c'est avatar string URL, avatar URL. Avatar URL est quoi? C'est un string. Et comme ça, dans la page users, quand je crée une instance ici, quand je fais appel à git repositories, je lui transmets login et je lui transmets également avatar. C'est pas ici. Alors ça c'est le constructeur, c'est bien ça. Ici, virgule. Le deuxième paramètre, et il faut l'ajouter au constructeur. Parce que j'ai ajouté l'attribut, mais ici, j'ai un deuxième constructeur, plutôt un deuxième paramètre dans le constructeur, c'est avatar URL. Donc je lui transmets ici, avatar URL égale à quoi? C'est items. C'est items de avatar. Alors comment il s'appelle déjà ici? C'est avatar URL, il est là. Items de avatar URL. Donc je transmets les deux paramètres. Vous voyez ici, donc là, j'ai les deux paramètres ici qui sont transmis. Voilà. Alors maintenant ici, donc je récupère dans repository, je récupère donc les deux. Et comme ça, j'en profite ici. Dans le titre de la page, title, appbar. Dans appbar, il y a title. Mais également, je pense qu'il y a des boutons. Je vais ajouter action buttons, voilà. Et dans action buttons, je vais utiliser donc je vais utiliser un bouton en fait image bouton ou encore avatar, circle avatar. Là. Circle avatar dans laquelle je mets child et dans child je mets network image dans laquelle je mets dans la valeur alors c'est pas ici, c'est pas child, c'est plutôt background image comme j'ai fait tout à l'heure, c'est background image. C'est quoi background image? C'est network image et je lui donne directement avatar URL. C'est widget.avatar URL. C'est normal parce que c'est des attributs qui se trouvent dans la classe, dans le widget. Donc c'est widget.avatar URL. En principe, ça devrait nous donner quelque chose. On va voir. Je fais une recherche. Voilà, vous voyez donc ici, donc je vois la petite icône toute à droite. Alors si d'ailleurs vous l'avez remarqué, vous avez ici dans l'application mobile par défaut, il met ici une icône debug mode. Alors si vous voulez enlever c'est-à-dire cette barre de debug, ça se passe dans l'élément Material App. Alors dans Material App, il y a
un attribut qui s'appelle debug show check mode. Alors debug show checked mode banner, vous mettez false. Vous voyez, donc ça ça disparaît. Donc c'est juste, c'est en fait une barre qui indique, une bannière qui indique encore on est en mode débogage, c'est-à-dire ce n'est pas la version prod, si vous voulez. Alors je sélectionne et là je vois les repositories. Alors j'ai quelque chose qui marche bien. Donc on a en fait, vous voyez, je pense qu'avec avec Flutter, vous arriverez à faire plus vite que si vous travaillez, c'est-à-dire en mode natif. Donc ça, vous allez le remarquer sans doute. Mais surtout, le plus important, c'est que là, on a maintenant développé les deux versions. Il y a Android et iOS. Alors maintenant, Android, on la voit, mais iOS, pour l'avoir, il vous faut un macOS. Donc sur un macOS, vous installez les outils, le SDK iOS, et vous installez Xcode. Vous compilez, vous pouvez voir l'application sur iOS, donc sans problème. Alors maintenant, pour le reste, il faut faire un refactoring de ce code. C'est-à-dire, ici, tout ce qu'on a fait ici, bon, c'est bien. Mais dans notre application, on aimerait bien que quand l'application démarre, ça démarre avec homepage. Et nous avons une barre de menu. Je sélectionne voilà, le menu, mais tout ça, je ne vais pas vous le faire parce que je l'ai déjà fait la semaine dernière. Je vous ai montré comment créer le menu. Et je vous laisserai faire ça. Et en même temps, mais par contre, juste un petit moment pour voir comment est-ce qu'on peut un peu structurer notre code. Alors, si je vois bien User's Page, je vois bien c'est une grande, c'est-à-dire il a l'air d'être grande la page. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va séparer les choses. C'est-à-dire, on va prendre par exemple l'élément formulaire, on le met dans un widget à part. Ce formulaire-là. Donc je le mets dans un widget séparé. Alors comment... Voilà. Alors on va le laisser comme ça. Et on va s'arrêter à ce niveau-là. Donc je vous laisse travailler d'abord, travailler sur cet exemple-là. Ce soir-là, je vous envoie par mail en fait le support ainsi que les démos vidéo de cet exemple d'application. Alors maintenant, vous allez avoir les deux, celui de la semaine dernière et celui que nous avons cette démonstration. Bon, ça c'est, on va dire, un bon démarrage pour comprendre comment utiliser les stateless widgets et les stateful widgets. Après, la prochaine fois, donc, on va essayer de travailler sur comment maintenant refactorer le code, parce que tout ce que on est en train de faire là, le fait d'écrire du code mélangé ici, nous avons des grands components, des grands widgets, c'est pas bien. Nous avons besoin de les découper en des petits widgets d'abord. Et en même temps, nous avons besoin de voir comment séparer la logique présentation avec la logique application. Alors, c'est-à-dire tout ce qui est les traitements qu'on est en train de faire là. Bon, ces traitements qu'on est en train de faire, normalement, il ne faut pas les mélanger avec la logique présentation. Donc, ce qui fait que la prochaine fois, on va voir comment utiliser les services. Et comment utiliser les services et comment utiliser bien sûr le state provider qui permet également de gérer le state d'une application sans passer sans être obligé d'utiliser les stateful widgets, parce qu'en fait stateful widget, j'ai expliqué la dernière fois, l'un des inconvénients c'est que dès que il y a cette state est appelée, la méthode de build s'exécute. C'est-à-dire que il va reconstruire tous les widgets. C'est un peu, c'est-à-dire c'est coûteux hein, en termes de mémoire. Alors ce qui fait que bon après on va voir il y a des solutions qu'on peut utiliser pour pouvoir éviter voilà donc de passer de travailler de cette manière-là. Et nous allons voir comment gérer le state en utilisant le state provider. Il y a aussi ce qu'on appelle les blocks, il y a pas mal de solutions qui sont utilisées pour pouvoir séparer la logique applicative, la logique métier de la logique présentation. Parce que pour le moment, c'est pas ce qu'on est en train de faire. Hein. Nous sommes en train de mélanger le code, la logique présentation, parce que là, on affiche avec ça,
mais en même temps, on est en train de faire des traitements ici. Oui, ça, c'est pas bien. Alors ça, il y a des solutions qui permettent de séparer les choses. Alors, mais c'est pas le moment de travailler tout ça. Donc vous avez besoin d'abord de maîtriser comment développer une application Flutter dans laquelle vous créez un système de navigation, vous créez différentes pages. Il faut savoir comment interagir avec des API RESTful, comment manipuler les stateless widgets, les stateful widgets, le système de navigation, le système de routage. Et tout ça donc à travers les deux exemples que je vous ai montrés depuis la semaine dernière et cette semaine, je pense que c'est suffisant pour bien démarrer maintenant à travailler avec Flutter.